Bonjour à tous, bienvenue sur basketevolution.com pour une nouvelle édition des bénévoles. Vous connaissez le principe, on va parler un petit peu des sujets chauds en NBA, également en NCAA, et on fera un petit détour sur le Star Game français. Aujourd'hui avec nous, donc Monsieur Triple Double, Bonsoir à tous. Coach Kira, Salut, bonsoir tout le monde. et enfin notre Belge à nous, Ostrak. Bonsoir tout le monde. Donc rapidement, je vous fais le petit sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on fera un tour complet d'un maximum d'équipes. Conférence Ouest, conférence Est. On essaiera de vous donner un petit peu nos coups de cœur, nos coups de gueule de cette dernièrement, on va dire. On essaiera de parler de la perf de la perf de la semaine, des rookies, et puis on essaiera de débattre sur plusieurs questions suivant le temps qui nous reste, avant de donner la parole à Coach Kira pour nous faire un petit exposé sur la NCAA. On essaiera aussi également de parler du All-Star Game français, vu que moi et Coach Kira avons eu l'occasion d'y aller sur place. Donc on va commencer tout de suite avec la conférence Ouest. Conférence Ouest dominée par, pour l'instant, Oklahoma City, suivi de près par Portland et Utah. Euh, un petit peu des déceptions pour l'instant. On va parler de Dallas, entre autres. Donc je vais laisser la parole à celui qui veut pour l'instant pour parler un petit peu de toutes ces équipes. On va peut-être pouvoir commencer par exemple par Oklahoma, qui est premier de cette conférence. Bien, je vais enchaîner alors. Pour Oklahoma, pour ma part, je trouve que Durant est toujours aussi impressionnant. Il y a qu'à voir ses performances. Pour le moment, c'est le seul joueur qui est capable de concurrencer LeBron James dans la course du titre de MVP. On a vu son shoot de la gagne face à Dallas, qui est quand même la marque des plus grands. Pouvoir rentrer un shoot comme ça à 3 points à 10 mètres au buzzer pour faire gagner son équipe, c'est quand même vraiment énorme. Il a des statistiques légèrement moins bonnes au niveau du scoring, mais Oklahoma City gagne et est vraiment impressionnante. Ensuite, je mets quand même une petite réserve sur Russell Westbrook, toujours dans son jeu, un peu trop boulimique du shoot, des passes décisives qui sont à mon avis pas assez en grand nombre. C'est pas un meneur organisateur. Et le jeu d'Oklahoma City s'en ressent. Pour moi, l'option numéro 2, c'est leur sixième homme, c'est James Harden. D'ailleurs, on peut, à mon avis, d'ores et déjà lui donner le trophée de meilleur sixième homme dans les mains. Il est vraiment très bon, ce joueur très complet. L'adjectif, à mon avis, qui le convient le mieux pour lui, c'est que c'est un joueur vraiment tranchant. Il fait tout bien comme il faut. Il rentre sur le terrain, il apporte tout de suite du scoring, de la défense. Et on voit que vraiment, il massacre le banc adverse quand il rentre. Ce qui fait que Oklahoma City possède avec lui une arme vraiment redoutable pour pouvoir gagner les matchs. Coach Brooks fait son job, hein. Il y a quand même de la défense. On voit ça avec Ibaka et Perkins dessous, hein, les intérieurs qui musclent un peu le jeu, qui défendent. La seule petite ombre au tableau pour l'équipe, c'est tout simplement la blessure d'Eric Maynor, hein, qui était capable de suppléer Russell Westbrook quand celui-ci passe un peu au travers du match, d'être un peu plus gestionnaire. Donc, grave blessure, on le rappelle, hein, qui va l'éloigner des terrains pour tout le reste de la saison. C'est un peu dommageable pour Oklahoma City. Seulement deux défaites pour le moment. Une contre Portland à la maison. Et la C'était à Dallas, deuxième, en déplacement à c'était à Dallas. Dallas, exactement. C'était Voilà, ouais. le déplacement à Dallas, la revanche. Voilà. Voilà pour Voilà, Oklahoma City. et puis on peut ajouter là que ils viennent dernièrement de frapper un grand coup en gagnant 3 matchs en 3 jours. C'est la première fois que c'est fait depuis 1999 avec un back-to-back Tout d'abord back. à domicile face à Houston, puis en déplacement donc au À Houston Texas aussi. et Ouais. après ça avec la réception de San Antonio. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est vraiment que Oklahoma City est l'équipe à battre dans la conférence Ouest. En tout cas, un énorme début de saison pour Kevin Durant et son équipe qui montre cette année, j'ai envie de dire, un peu plus de maturité. On sent que leur heure approche pour quelque chose peut-être de très grand cette saison. De grand, ouais. Ouais. Ok, et donc qui voyez-vous comme prétendant derrière Oklahoma? Ça, pour eux, ils sont bien partis pour être devant. Qui voyez-vous juste derrière pour leur porter main forte? D'ailleurs, je porte une correction, hein. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était Utah deuxième, j'étais pas avec le bon classement. C'est Portland qui les suit en deux et San Antonio en trois. Donc qui vous voyez juste derrière pour essayer de menacer la première place à Oklahoma?
Moi personnellement je vois bien les Lakers. Bon, on va dire que je suis un peu chauvin. Mais, voilà, avec la paire intérieure qu'ils ont le début de saison de Bynum et Pau Gasol qui est dans la continuité de ces dernières années. Ajouter à ça Kobe Bryant, voilà, si la paire intérieure fonctionne convenablement, je vois pas beaucoup d'équipes qui pourraient la stopper. Et donc derrière Oklahoma City, je vois bien les Lakers venir se positionner en deuxième position. Et pourquoi pas éventuellement essayer de prendre la première place de la conférence, c'est pas impossible. Les autres Moi, d'accord avec ce Non, prono? moi je suis pas aussi optimiste. Je suis pas aussi optimiste pour les Lakers pour la première place. À mon avis, ils seront derrière. Déjà, s'ils arrivent à être dans les 4 premiers, ça sera déjà très bien. Parce que leur banc manque réellement de profondeur hein, depuis le départ de Lamar Odom et de Shannon Brown. On Oui, voit que mais c'est plus la même équipe. Hein. peut-être enfin, avec Blake qui fait en début de saison Tony Truant en sortie de banc. Ah, il Il y est a Ron bon, hein, il Artest est bon. il est totalement métamorphosé par rapport à l'année dernière où il fait un excellent début de saison aussi. Donc bien sûr on a perdu Shannon Brown, on a perdu Lamar Odom, mais vu que Jackson n'est plus là, je ne sais pas si Shannon Brown aurait été aussi performant cette année avec des systèmes qui n'étaient plus les mêmes. Et Odom, bah oui forcément c'est une grosse perte maintenant. Je trouve qu'elle est pas mal compensée, notamment avec Mac Roberts et Murphy qui font un bon début de saison aussi. Bien sûr c'est pas le niveau de Lamar Odom. Mais voilà, par rapport à ce que certains disaient avant que la saison ne commence, je crois qu'ils en ont surpris plus d'un. Et voilà, personnellement, je les vois finir premier de division, donc forcément dans les 4 premiers. Et après, je crois que la deuxième place est largement atteignable, je crois. moi, Ah, le gros de, plus. Vas-y, coach, je te laisse enchaîner, vas-y. de toute façon, je voulais juste dire un mot sur les Lakers. Voilà, ils avaient très mal commencé la saison en l'absence de Bynum. Mais depuis son retour, bon, on sent que les Lakers reprennent quand même un bon rythme de croisière. Personnellement, je les Gros vois pas plus. non Hein. plus terminer dans le top 2, voire même dans le top 3 de la conférence. Euh, mais ils resteront toujours une équipe très, très dangereuse. De toute façon, Kobe reste encore au sommet de son art. Et puis avec Bynum et Gasol à l'intérieur, ça peut toujours faire très mal. Et ce qui est impressionnant, c'est que Kobe joue avec un poignet blessé, et donc quand on le voit sur le banc, il est tout le temps obligé de le mobiliser, puisque s'il le laisse en fait au repos, apparemment son poignet enfle, et du coup ça le rend vraiment douloureux, et c'est assez impressionnant de savoir qu'il joue avec cette blessure et qu'il aligne de telles performances, puisqu'il vient d'être élu joueur de la conférence Ouest pour cette semaine. Donc chapeau Monsieur Kobe Bryant. Voilà, qui a d'ailleurs passé la barre des 28 000 points en carrière et qui se rapproche grandement de Shaquille O'Neal pour rentrer dans le top 5 des meilleurs scoreurs de l'histoire. Ce qu'il devrait faire d'ici à quelques matchs. Je crois qu'il a encore 300 points à marquer, donc Ouais, c'est d'ici ça. Ouais. à 10-15 matchs. Voilà, il entrera encore un peu plus dans l'histoire. Mais pour en revenir à la question, je pense que Portland sera plus qu'un feu de paille. Et c'est l'une des équipes qui sera, à mon avis, dans le top 4. Peut-être avec les Clippers aussi. Parce que Portland, une année supplémentaire, une année d'expérience supplémentaire, il y a eu le changement de meneur. On a tradé André Miller pour Raymond Felton. Et bah, ça a apporté de bonnes choses. Hein. On joue sur un rythme un petit peu plus élevé. Aldridge, clairement, a encore monté son niveau de jeu, hein, la Marcus Aldridge. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais si cette année, il va pas au All-Star Game, c'est à n'y plus rien comprendre, parce qu'il aligne vraiment en dehors des statistiques, il a vraiment pris l'équipe sur ses épaules depuis le retrait de Brandon Roy. Et c'est une équipe qui est vraiment très complète, avec Gerald Wallace qui a sorti quand même quelques gros matchs. Ça va faire plaisir à coach, mais bien sûr Wesley Matthews, qui est ô combien précieux dans cette équipe, capable un petit peu, un véritable couteau suisse, le matou faire, un peu dans le même genre que Nico Batum qui arrive du banc. Et c'est vraiment pour moi l'équipe qui peut en surprendre plus d'un et voilà, qu'il faudra quand même sortir. Et leur victoire à Oklahoma City m'a confirmé dans ce que je pensais. Voilà, moi je suis 100% d'accord avec cette analyse. Pour moi, Portland est une équipe vraiment très solide. La Marcus Aldridge en leader, mais derrière la menace peut venir de partout. Un coup de Gerald Wallace qui fait un match à 25 points, un coup de Wes Matthews, Ray Felton qui est là, Nico Batum en sortie de banc. Donc vraiment une équipe solide. Euh, Personnellement, je les vois, s'ils sont épargnés par les blessures, bien sûr, à Portland, on ne sait jamais ce qui peut se passer à ce niveau-là. Ah bah, Mais je les vois, ah, il y mais a je de les vois retour bien là-bas. Hein. terminer dans le top 2, dans le top 3 en tout cas. Ils seront à mon avis très dangereux en saison régulière. En playoff, j'aurais peut-être un peu plus
De réserve, de ouais. doute, de réserve au niveau de leur capacité à enchaîner les victoires et à passer les tours. Mais en tout cas, sur la saison régulière, je pense ils peuvent terminer très haut dans la conférence Ouest. Merci. Rapidement, on va peut-être faire un petit tour des autres équipes pour l'instant, on va dire playoff up. Donc des équipes qu'on parle pas beaucoup, rarement même. Utah par exemple, qui sont à 4 victoires de suite, 4 victoires de suite pardon, 5 victoires 3 défaites. Et par exemple aussi San Antonio, pareil, malgré la blessure de Ginobili, mais je suppose que vous allez en parler juste après, qui sont toujours à 6 victoires 3 défaites. Vous pensez quoi de ces équipes? Alors pour Utah, que dire, leur secteur intérieur est vraiment Dantesque. dantesque, voilà, avec les Jefferson, Favors, Enes Kanter, Millsap. C'est vraiment c'est un quatuor qui est pratiquement indétrônable en NBA, en tout cas au niveau de potentiel. Maintenant, est-ce qu'Utah peut réussir à maintenir ce rythme pendant toute la saison? Personnellement, j'y crois pas trop. Les blessures dans plusieurs équipes, notamment à Memphis, peuvent peut-être rouvrir le jeu pour une place en playoff. Mais personnellement, je pense pas qu'ils finiront dans le top 5. Peut-être accrocher une 8e place, mais je les vois pas terminer dans le top 4, dans le top 5, dans le top 6. Donc peut-être une place en playoff, mais mieux non. D'accord. Et Pour en enchaîner sachant qu'on... Vas-y. pour enchaîner sur Utah, comme tu as dit, le secteur intérieur est quand même assez impressionnant. Maintenant, je te rejoins dans l'idée qu'ils vont pas continuer comme ça toute la saison. Puisque notamment, j'ai eu l'occasion de voir le match justement contre les Lakers, où les Lakers jouaient en back-to-back-to-back. Et Utah avait été bien pâle. D'ailleurs, ils avaient perdu le match d'une quinzaine de points. Et voilà, j'ai l'impression que Utah va enchaîner un peu les hauts et les bas cette saison. Et que l'irrégularité va faire qu'ils vont peut-être accrocher en spot en playoff, mais qui va être assez bas aux alentours de la 7e ou de la 8e place. Et qu'au final, en playoff, ça va pas être une grande menace. Et donc voilà. Ouais, c'est un peu l'équipe de visage, Utah, hein. C'est tout bon à domicile et j'ai envie de dire beaucoup moins bon à l'extérieur. Ils ont un peu un bilan en trompe-l'œil, hein. Toutes leurs victoires sont à domicile pour le moment, donc ouais, déjà s'ils se qualifient pour les playoffs, ça sera déjà pas mal. Voilà, et puis pour enchaîner sur San Antonio, San Antonio de toute façon, je pense qu'ils vont pas s'écrouler du jour au lendemain, même sans Ginobili. Les Spurs restent les Spurs. Avec pour l'instant Greg Popovich qui manage son roster à la perfection, qui donne du temps de jeu à des joueurs improbables comme par exemple Danny Green, qui a fait une performance à plus de 20 points, qui nous vient de nulle part après avoir végété chez les Cavs pendant 2 saisons. James Anderson, enfin bon, les trouvailles habituelles des Spurs. Après, c'est sûr que sans Ginobili, ce sera dur de côtoyer les sommets, mais les Spurs resteront de toute façon dans le haut du tableau encore cette saison. À mon avis, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. À noter la bonne tenue de Richard Jefferson, hein, notamment à 3 points, qui est assez impressionnant en ce début de saison. Et c'est pas le même Jefferson. Je pense qu'avec un an de plus, il s'est adapté un petit peu au système. Il est passé très proche de l'amnesty clause, hein, lui. Hein. Il a senti le vent du boulet derrière les oreilles. Et là, je pense que ça l'a un peu remis dans le droit chemin. Puis Tony Parker qui gère bien les utilités. Il est pas transcendant en ce début de saison, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Donc les Spurs, hein, c'est comme d'habitude en saison régulière, ça navigue un peu en sous-marin. On parle pas beaucoup d'eux, mais ils seront là, hein. Ouais, d'autant plus que les deux joueurs qui ont le plus de temps de jeu, c'est 29 minutes, hein, comme l'a dit Kira. Popovic fait un excellent boulot au niveau de sa rotation. Et donc voilà, si les deux joueurs qui jouent le plus sont à 29 minutes, ça veut dire qu'en playoff, ils arriveront pas trop cramés malgré l'âge du roster, ils arriveront assez frais. Donc effectivement, au playoff, je crois qu'il pourra en déranger plus d'un, notamment grâce à cette fraîcheur qu'il pourra avoir avec les rotations qu'ils effectuent en ce moment. Donc en sachant qu'on en reparlera un peu plus de San Antonio un peu plus tard. On va rapidement discuter, mais on va essayer de faire plus rapide sur le bas du classement. Entre autres, par exemple, pourquoi pas Dallas, hein, champion en titre, qui sont à 4 victoires, 5 défaites. Le reste, hein, c'est assez faible. Minnesota, qu'on pouvait s'attendre un peu plus haut, avec 3 victoires, 6 défaites, mais qu'on Ça va reparlera revenir, ça va revenir. un petit peu plus tard également. Donc Voilà. rapidement, si vous avez des petites choses à dire là-dessus. Bah, pour Dallas, à mon avis, je pense que tout le monde, tous les analystes se sont un petit peu alarmés après une saison catastrophique et
et les lourdes défaites subies par les champions en titre, mais ils vont prendre le rythme croisière tout doucement et vont revenir, à mon avis, je me fais pas de soucis pour les playoffs. Un petit mot sur Memphis, bon, ce sera difficile sans Randolph. Peuvent-ils atteindre les playoffs? C'est pas sûr. Et puis bon, après ça, une équipe qui marque un peu le pas en ce moment, mais qu'à mon avis a un bel avenir devant elle, c'est Minnesota. Avec le duo, la connexion entre Kevin Love et Rubio, l'alchimie qui commence à se créer. Donc à mon avis, il faudra les suivre de près cette saison, même si les victoires ne sont pas en rendez-vous. À mon avis, c'est l'avenir en tout cas et s'annonce plutôt pas mal pour Minnesota. Ouais, pour revenir sur les Mavs, hein, ils sont un peu arrivés hors de forme, hein. On a un peu trop fêté le titre, hein, du côté de Dallas, je pense à Nowitzki notamment. Et j'ai trouvé aussi la Rodome vraiment en dessous de ce qu'il peut faire. Odome ne sortira pas le reste de la saison sur les premiers matchs. La qualité des premiers matchs qu'il a fait, c'était vraiment des non-matchs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi à Dallas qu'il faut intégrer. Il y a Vince Carter, il y a Delonte West. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Ça va revenir, je me fais pas de soucis aussi. Je suis un peu comme coach Kira là-dessus. Ils vont remonter et je tiens à souligner aussi les bonnes perfs de Yann Maimi, qui a bien supplé en backup un Brandon Haywood, et je le trouve même meilleur que Haywood en ce début de saison pour les Mavs. Donc ça devrait revenir petit à petit pour Dallas. Ouais, d'autant plus qu'ils ils ont commencé la saison par une grosse défaite contre Miami. Le lendemain, ils devaient affronter Denver, donc la confiance n'y était pas. Et Denver, c'est pas un petit morceau non plus. Et 2 jours après, ils allaient à Oklahoma. Donc bah, voilà, c'était en début de saison chargé et qu'ils ont mal géré. Mais ouais, moi, je suis un peu de votre avis également qu'ils vont remonter la pente tout doucement. Il n'y a pas à s'en faire. Il reste une équipe très compétitive cette saison. Il n'y a pas de problème là-dessus. Un petit Ok, mot vas-y. sur les Nuggets pour terminer. Pour moi, c'est vraiment le melting pot de la NBA. C'est United Colors of Denver, of Nuggets. On a un Italien, un Espagnol, un Brésilien, un Russe, un Grec, plus bien sûr des Américains. Vous mélangez tout ça, sans superstar. Et puis, résultat, c'est quand même pas mal. Même s'il marque un petit peu le pas, je trouve que c'est quand même une équipe plaisante à voir jouer. J'ai peur par contre qu'arriver les playoffs, ça déchante un petit peu, justement parce qu'ils n'ont pas de superstar pour les amener un peu plus loin. Non, Voilà. mais il faut pas oublier qu'au moment des playoffs, il y aura J.R. Smith et Keenan Martin qui seront revenus, hein. Puisque là, ils sont partis faire leur saison en Chine, mais une fois que je crois que c'est au mois de mars, Ouais, mais normalement, ils comment les reviendront aux réintégrer? Nuggets. Comment les réintégrer? C'est aussi la Ouais. question, c'est au coach à gérer ça. Maintenant, c'est vrai que je suis assez étonné par leur début de saison, en sachant les manques qu'ils ont, les joueurs qui n'ont pas pu revenir après le lockout. Ben voilà, je crois qu'une fois qu'ils reviendront, si justement s'ils s'intègrent bien à l'effectif, ça peut faire une belle surprise quand même. Ok, merci. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette Juste, conférence Ouest. À part juste si quelqu'un peut-être, a rajouté quelque chose, vas-y, voilà. très peu d'eau. Juste peut-être dernière chose, peut-être un mot sur les Clippers, hein. Ça a été vraiment l'équipe du début de saison. Tout le monde en a parlé. Tout le monde a parlé des Clippers. Ils n'ont pas joué énormément de matchs pour le moment. On se demandait bien ce que ça allait donner. C'est bien devenu Lob City, hein. Les Hoops, ça n'arrête pas entre DeAndre Jordan, Chris Paul et Blake Griffin. Après, sortie de la phase spectacle, on attend un peu plus d'eux. Au niveau défensif, notamment, c'est un peu faible encore actuellement. Et on a vu qu'ils ont passé 2 gros tests à la maison. Donc une victoire face à Portland, ce qui est pas rien quand même vu le début de saison des Blazers, et une défaite face aux Bulls de Chicago. Donc les Clippers, ça s'annonce quand même pas mal, hein. Ça s'annonce quand même pas mal du tout. Le seul gros bémol que je mets, c'est leur banc. Il y a très très peu de banc. Il y a Mo Williams quand même qui sort du banc. On a Chauncey Billups qui est blessé pour le moment. Il va falloir que le banc se mette un petit peu au niveau, et je pense que Reggie Evans, quand il sera sur pied, va leur faire du bien, notamment au niveau intérieur. C'est sûr, ouais, je pense que les Clippers vont avoir une bonne saison. C'est la première saison où ils peuvent vraiment être compétitifs, donc je pense qu'il faut pas avoir non plus trop d'ambition pour eux, les voir champions dès cette année ou même finalistes. Non, non, non. Je pense que c'est un petit peu trop élevé, mais déjà se qualifier en playoff, prendre de l'expérience, apprendre à jouer ensemble, et d'ici à l'année prochaine, je pense qu'on pourra les mettre dans la liste des favoris au titre si l'effectif reste intact. En tout cas, Chris Paul a déjà mis sa patte sur cette équipe, c'est indéniable. Ok, en sachant que, petite précision, hein, pour ces Clippers, Reggie Evans a fait son premier match.
et a commencé déjà direct, dès qu'il est rentré sur le terrain, à gober les rebonds offensifs. Ouais. Donc voilà, donc là, par contre, on a bien fait le tour maintenant de la conférence Ouest. On va passer maintenant à la conférence Est, dominée pour l'instant par Miami, suivi par Chicago. Ensuite, on parlera aussi un petit peu des surprises, Philadelphie par exemple, Indiana, et quelques déceptions, New York, Boston, etc. Donc on va commencer comme la conférence Ouest par Miami, hein, leader de cette conférence avec 8 victoires et une défaite. Et ce malgré quelques matchs sans LeBron James et Dwayne Wade. Et d'ailleurs Dwayne Wade toujours blessé. Ouais, bah allez, je me Track lance si tu veux y alors. aller, ouais. Bah écoute, moi pour l'instant, bah, Miami, en début de saison, j'en avais fait mes favoris. Et ils sont tout simplement en train de confirmer, hein, avec l'arrivée de Shane Battier, notamment. Enfin voilà, l'équipe, c'est vraiment l'équipe à battre pour moi cette saison. Euh, Bah voilà, parce qu'ils ont l'expérience de l'année dernière, et ils vont être revanchards et ils alignent les excellents résultats. On peut notamment parler du blowout contre Charlotte avec en plus 39 points. On peut parler de la victoire en OT contre Atlanta après avoir perdu leur seul match de la saison. Enfin, voilà, pour moi, Miami, voilà, c'est le top de la ligue cette saison, même si j'ai pas un côté affectif pour eux ou quoi que ce soit. Ben, en étant objectif, je vois pas qui c'est qui pourrait venir les mettre à mal au cours de cette saison. Surtout qu'on a vu que sans Wade et sans James, au cours d'un match, ils arrivaient encore à gagner. Donc, on peut parler aussi de Cole, le rookie, qui est un peu le style de la dernière draft, qui est en train Ça, d'exploser et de faire ça c'est la de très bons révélation, stats, ouais. hein. Donc, s'il confirme pour la longueur, je crois que bah, ça fait encore un joueur de qualité à ajouter à leur effectif. Et à ce moment-là, bah, ça devient quasiment impossible de les battre, hein. Voilà, bah, moi, par exemple, je pense qu'après une première saison l'année dernière où la pression était telle qu'ils ont un petit peu craqué sur la fin, cette saison, après avoir donc pris un peu de bouteille ensemble, Miami est vraiment impressionnant. LeBron James c'est pour l'instant le meilleur joueur de la saison, et à mon avis, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ouais, pour le moment, oui. Chris Bosh a été énorme lors de match où justement James et Wade étaient blessés. Norris Cole, dont on vient de parler, l'ancienne petite perle de Cleveland State, qui est en train de shipper un petit peu place à Mario Chalmers. Donc vraiment, enfin Miami, à mon avis, il sera très dur d'aller les chercher. Et personnellement, je vois qu'ils pourraient les battre sur une série de playoffs. En tout cas, vu le niveau de jeu affiché en ce moment. Ouais, c'est très impressionnant. Moi, j'avais vu le match contre les Celtics et Boston ne fait pas un mauvais match contre Miami. Et pourtant, ils perdent quand même le match, notamment avec le très bon match de Norris Cole. Mais on voit que c'est quand même un rouleau compresseur, hein. LeBron James est dans des standards de MVP pour le moment. À noter qu'il sort des grosses perfs aussi depuis la blessure de Dwayne Wade, mais même avant, hein, déjà. Et chose étonnante quand même, hein, sur les deux matchs qui ont été vraiment serrés pour le Heat, à savoir à Charlotte et à Minnesota, c'est Dwayne Wade qui a conclu le match, qui est quand même le joueur clutch en fin de match, à qui on passe le dernier tir, la balle, vraiment pour conclure le match. Donc pour le moment, LeBron James ne tient pas ce rôle et à la limite c'est tant mieux puisque ça fonctionne pour le moment. Mais rappelons qu'il sera peut-être obligé de le faire puisque Wade est blessé en ce moment. Voilà. Et on a vu aussi le tir de Chris Bosh face à Atlanta qui amène les deux équipes en prolongation. Là aussi un énorme tir, hein, pour pas perdre du côté des Hawks. Non, vraiment très impressionnant, Miami. Ok. Comme tout à l'heure, on va essayer de voir qui pourrait rivaliser, même si d'après vos dires, ça va être très dur d'aller les chercher. Mais dans cette conférence S, il y a quand même Chicago qui les suit de très près, donc on va peut-être pouvoir dire tout de suite un petit mot sur Chicago. Celui qui veut, allez-y. Bien sûr, Chicago s'annonce comme le grand rival pour empêcher Miami de se qualifier pour les finals. Bon, Chicago fait un début de saison excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. Derrick Rose est toujours au top. Joakim Noah, Carlos Boozer, ça marche plutôt pas mal en ce moment. Rip Hamilton, pour l'instant, réussit un début de saison, ma foi très correct, sous ses nouvelles couleurs. Donc je pense que les Bulls, sans souci, sont vraiment l'autre équipe à suivre de très près au niveau de la conférence Est. À mon avis, ce sont vraiment les seuls qui peuvent présenter une menace pour Miami.
Donc voilà, on croise les doigts pour peut-être voir ce duel en playoff, mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas qui d'autre peut rivaliser avec ces deux équipes. C'est clair, c'est très solide, c'est une grosse défense. C'est coaché de main de maître par coach Thibodeau. Rose est aussi très très bon. Il a rajouté un peu un tir extérieur à son panel de jeu, notamment à 3 points. Et pour moi, il est encore plus inarrêtable que la saison passée. Ouais, chacun est vraiment à sa place, chacun sait vraiment ce qu'il doit faire. Noah est là pour la défense, Lou Holding est là en parfait lieutenant au niveau du scoring. Boozer commence à montrer un petit peu son nez. Cette année, il est arrivé très affûté hein, quand même. Je sais pas si vous avez vu au niveau physique, il a vraiment perdu du poids. Et puis le banc c'est quand même très costaud hein, quand le banc de Chicago rentre, eh ben, ça fait quand même une sacrée différence avec les second units adverses. Que ce soit Ronnie Brewer, on l'a vu hier soir, Corver pour les tirs extérieurs, CJ Watson, bon il est blessé en ce moment, mais bon qui supplée bien Derrick Rose, et Omer Asik aussi bien sûr Taj Gibson pour aussi, remplacer hein. Noah. Taj Gibson, bien sûr. Non, il y a un banc qui est très très solide. D'ailleurs, c'est à mon avis dans une perspective de duel face à Miami en finale de conférence, le banc de Chicago est beaucoup plus intéressant que celui de Miami. Et il faudra vraiment qu'il joue là-dessus à plein pour pouvoir espérer accrocher un peu le hit de Miami. Maintenant, l'inconnu du côté de Chicago, ce sera Boozer, hein, t'en as parlé. Il est arrivé effectivement affûté, je crois qu'il a perdu 7 ou 8 kilos pendant l'intersaison. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu, il faut voir le niveau de jeu qu'il peut afficher. Donc en ce début de saison, il est plutôt pas mal. Il est mieux que la saison dernière en tout cas. Et voilà, il faut voir un peu s'il parvient à, à suppléer Derrick Rose dans le scoring notamment, et s'il parvient à s'imposer dans la raquette. Mais voilà, donc pour moi l'inconnu ce sera Carlos Boozer dans la perspective d'un duel avec Bosch contre Miami. Et sans oublier Brian Scalabrine, remplaçant, qui est Et, complètement Il adulé a marqué hier du soir, hein, côté des attention. Bulls, et le rookie qu'on Jimmy surnomme Butler, Oui. voilà, et j'avais juste un mot sur le rookie Jimmy Butler des Bulls, voilà, qui pour l'instant n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qu'il a mis à profit lors du seul match où il a un peu plus joué avec 12 points. Donc Chicago, la profondeur de banc, voilà, comme ça a été dit, à mon avis, c'est leur gros point fort. Donc à suivre de très près cette saison. Mm. Donc là, pour l'instant, on a parlé des deux gros hein, de la conférence Est, hein, Miami, Chicago. Derrière, une plutôt assez grande surprise pour le moment, hein, on retrouve Philadelphie avec 6 victoires, 2 défaites, 5 victoires consécutives. On va en parler tout de suite, mais on va pouvoir aussi parler en même temps, par exemple, Ouais. d'Atlanta, hein, qui est encore qui continue hein, son bonhomme de chemin avec 7 victoires, 3 défaites. Indiana, ça paraît, on en a pas un petit peu parlé dans le dernier bénévole, 6 victoires, 3 défaites. Orlando, New York, par exemple. Allez-y, par exemple, on va commencer par Philadelphie, on va continuer dans l'ordre. Celui Ouais, qui est bah, motivé. Philadelphie, hein, bon, je peux déjà anticiper sur la rubrique, c'est mon gros coup de cœur hein, de ce début de saison. Moi, je sais que ça va faire plaisir à Casifo sur le forum. On voit que c'est une équipe qui est encore assez jeune, qui a avec un an d'expérience en plus, qui produit de très bonnes choses. Pour le moment, il me semble que c'est l'une des meilleures défenses de la ligue. Donc, ça, c'est ce qui leur fait gagner des matchs. Ils ont démarré la saison avec un gros road trip à l'ouest de 5 matchs. Ils sont sortis avec 3 victoires, 2 défaites. Là, ils enchaînent maintenant avec un back-to-back-to-back, donc 3 matchs de suite. Ce soir, ils jouent Sacramento, ça devrait être bon pour eux. Et hier soir, il y avait un match très intéressant des Sixers contre les Pacers. Hein, une équipe un peu au profil similaire qui a bien recruté à l'intersaison. Et on a vu que ce qui fait la différence côté Sixers, un peu comme à Chicago, c'est leur banc. Ils ont un très très joli banc. Que ce soit Louis Williams, Tadeusz Young, même Evan Turner, la surprise, le rookie Vucevic aussi, c'est très 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 bon. Chacun apporte un peu ce qu'il doit apporter. Lou Williams, c'est un peu la folie, le grain de folie à 3 points. Tadeusz Young, son jeu en pénétration. Evan Turner qui est un peu un all-around player. Voilà. Et puis dans le 5 majeur, on a toujours André Iguodala qui lui, défensivement, est toujours monstrueux et qui là même hier soir dans le match d'hier soir a été vraiment très très bon en attaque. Et la grosse surprise, c'est Spencer Hawes, le pivot des Sixers, qu'ils avaient récupéré du côté de Sacramento, hein,
l'année passée, il me semble, ou il y a 2 ans, enfin l'année passée il était déjà là, mais vraiment qui a quand même vraiment progressé et qui tient sa place vraiment dans la raquette. C'est la grosse surprise de ce début de saison. Faut pas s'enflammer non plus sur les Sixers. Le calendrier, même s'ils ont joué à l'extérieur, ils n'ont pas encore joué de grosses équipes. On va voir dans 2 jours à New York déjà ce que ça va donner. Voilà, mais pour le moment, c'est mon véritable coup de cœur parce qu'il y a un vrai fond de jeu, parce que collectivement ça joue bien, parce que ça défend. Voilà, donc les Sixers termineront, à mon avis, pas troisième de la conférence en fin de saison, mais bon, on peut les attendre entre la 5-6e place largement. Bah, pour l'instant, disons que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont la plus grosse marge d'écart. Je crois, ils ont plus 14 en moyenne. La meilleure défense, une des meilleures attaques. Par contre, bon, alors là, est-ce un point positif, est-ce un point négatif? Ce qui me fait un peu peur, c'est l'absence, on va dire, d'un leadership et d'une hiérarchie vraiment définie au sein de l'équipe. On a 5 joueurs qui sont entre 12 et 16 points de moyenne. On voit que le meilleur marqueur, Louis Williams, sort du banc. Donc ça, en tout cas, je pense que surtout en fin de saison, l'absence d'un vrai leader. Bon, le leader moral reste Iguodala, mais je pense que le fait que les hiérarchies ne soient pas vraiment établies au sein de l'équipe peut être comment dire, un point négatif au moment des playoffs, où justement c'est avant tout les individuels, les meneurs d'hommes qui peuvent ressortir et faire gagner des matchs. Donc à voir, est-ce que ça peut marcher sur le long terme, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, équipe très intéressante à voir jouer. Ouais, donc juste pour enchaîner, pour conclure, je suis assez impressionné par leur banc, puisqu'on a Lou Williams, Thaddeus Young et Evan Turner qui sortent du banc. Donc ça fait trois postes qui sont suppléés par des joueurs qui seraient susceptibles d'intégrer en 5 de base dans pas mal d'équipes. Comme coach Kira l'a dit, Lou Williams c'est le meilleur marqueur de l'équipe. On parlait tout à l'heure de James Harden pour le trophée de 6e homme. Mais attention, avec le début de saison que fait Lou Williams, James Harden il aura de la concurrence parce qu'il est vraiment impressionnant, Williams. Derrière Holiday, il fait vraiment un très 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 bon début de saison. Et puis on a, comme l'a dit coach Kira, on a André Iguodala qui fait un bon début de saison également. Même si, comme tu l'as dit, le leadership n'est pas présent justement. Pour avoir regardé le match contre les Pacers, Iguodala justement ne croque pas, il ressort bien ses balles, il voit bien l'homme libre et voilà, même si c'est le leader, il est capable de se transformer en passeur et ça il le fait très très bien. Et enfin, comme a évoqué Mister Triple Double, il y a Spencer Hawes qui était à un assist du triple double lors du premier match, je crois, et qui depuis nous fait confirmer puisqu'il est à plus de 10 rebonds par match. Et, à côté d'Elton Brown, ça fait une raquette assez intéressante. Donc voilà, les Sixers, moi je les vois bien aux alentours de la 5e, 6e place. Et maintenant, il faudra voir contre qui ils tomberont en playoff pour voir s'ils peuvent éventuellement passer ce premier tour. Mais c'est une équipe vraiment intéressante dans ce début de saison en tout cas. Vraiment le poil à gratter, ouais. En sachant que côté stats, Spencer Hawes, effectivement, 10,3 rebonds, 5e meilleur rebondeur de la ligue. Je pense que peu aurait misé sur ce joueur en ce début de saison. Pour continuer le tour des équipes, on va peut-être pouvoir parler un petit peu d'Indiana, qui a un peu le même profil que Philadelphie, plus un concept d'équipe que plusieurs individualités. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Indiana, disons que... Vas-y. Bon, j'y vais, donc oui. Donc Indiana, comme dit, un gros recrutement cet été, avec les arrivées de David West, les arrivées de George Hill, et puis avec une structure qui était déjà en place, Danny Granger, Roy Hibbert, Collison. Donc on attendait quand même quelque chose de pas mal, mais pour l'instant, je dois dire que je suis assez séduit par le jeu produit par les Pacers. À mon avis, ils termineront entre la 5e, 6e place de la conférence, mais en tout cas, l'équipe est séduisante et à mon avis, ils peuvent être assez dangereux. Bien sûr, ils ne pourront pas rivaliser ni avec Miami ni avec Chicago, mais derrière, ils peuvent dominer des équipes comme Philadelphie, comme Atlanta, ou même des grosses franchises comme New York ou Boston. Donc attention aux Pacers cette saison. Ouais, pour le moment, je suis assez mitigé sur les Pacers. Ils ont eu un calendrier très favorable.
Le bilan est bon. Il y avait un test à Philadelphie hier soir, ils l'ont perdu. Bon, certes, sans Danny Granger. Ils ont été gagnés à Boston, ce qui est jamais chose facile. Cette équipe, elle manque encore un peu de vécu ensemble. Il faut intégrer David West, il faut intégrer George Hill. Ça va être. Ça va. Il leur manque un peu encore voilà, de vécu ensemble. Ça va, à mon avis, s'améliorer au cours de la saison. Ça peut aller titiller des grosses équipes. Mais il faut vraiment que le coaching staff fasse un bon boulot pour tout simplement que Roy Hibbert prenne sa place dans la raquette, que David West soit là pour scorer aussi, apporter cette menace intérieure qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, que Paul George continue son évolution, voilà, que Danny Granger est toujours le leader de cette équipe. Ils peuvent faire très mal, mais ils peuvent à mon avis aussi décevoir. Donc pour le moment, ils sont un peu entre deux eaux. À eux de confirmer sur le reste de la saison. Voilà. Donc on va continuer avec 3 équipes qu'on connaît assez bien, donc on va peut-être pouvoir aller un peu plus vite. Donc c'est-à-dire Atlanta qui est pour l'instant 4ème de conférence avec 7 victoires, 3 défaites. Orlando, 6 victoires, 3 défaites. Et enfin Boston qui a seulement 4 victoires pour 4 défaites. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces 3 équipes-là, en sachant que, bon, comme je viens de le dire, elles ont peu changé par rapport à l'année dernière. Ouais, bah, je vais prendre la parole. Pour Atlanta, c'est un peu comme chaque année. Ils font une saison régulière qui est pas décevante, qui est pas tonitruante. Et je crois qu'ils vont encore venir se placer aux alentours de la 4e, 5e place. Mais je crois qu'encore une fois que le moment des playoffs sera arrivé, bah, ils vont se faire manger et on va plus les voir. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe d'Atlanta est assez décevante dans le fait qu'ils font des saisons régulières assez sympathiques depuis 3-4 ans et qu'une fois qu'arrivent les playoffs, bah, enfin, voilà, on les place même pas comme. Enfin, on les imagine même pas passer le premier tour parce que bah, voilà, on sait pas trop pourquoi, mais ils ont pas l'équipe pour. Et donc voilà, cette année, je crois que ça va être pareil. Voilà, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Bah, moi je suis tout à fait d'accord. Moi Atlanta, je les verrai en demi-finale de conférence, comme voilà, comme chaque année. Ce qui leur manque pour passer au niveau supérieur, bah, c'est tout simplement c'est une superstar. Atlanta, il n'y a pas de LeBron James, il n'y a pas de Dirk Nowitzki, il n'y a pas de Kobe Bryant, il n'y a pas de Kevin Durant. Donc avec l'ossature actuelle, le niveau de jeu sera toujours très élevé, mais pour l'instant, il leur manque quelque chose pour passer l'étape supplémentaire et pour devenir un vrai favori pour le titre. Donc Atlanta, voilà, fera une bonne saison, sera sans doute dans le top 4 de la conférence, mais ce sera très dur d'aller voir plus haut. Ouais, moi j'ai été assez surpris, hein. Je m'attendais à moins bien de leur part, honnêtement. Je me suis dit, ouais, bon, ça va pas être super. Et puis, bon, ils ont battu Miami une fois avec un bon Tracy McGrady. Ils ont failli les rebattre de nouveau à domicile, sans ce tir à 3 points de Chris Bosh. Et puis je me dis, bah, pourquoi pas cette année. Alors ils iront pas à mon avis en finale de conférence, mais une demi-finale oui, mais à mon avis ils pourront accrocher. Il y a Kirk Henrich qui est toujours blessé, qui peut mettre de l'ordre dans le jeu. Euh, J'avoue que Jeff Teague me séduit aussi. Je les attendais pas aussi bien, et puis finalement le banc aussi, Radmanovic, hein, c'est un peu la surprise là, à 3 points, et cartonne. Il y a un bon fond de jeu, le coach fait du bon boulot. Après, comme disait quelqu'un sur le forum, Atlanta, c'est comme un bon film d'action. On s'ennuie pas, mais on connaît déjà la fin. Donc je vous laisse méditer sur cette phrase. Voilà. Ok. Voilà. Donc rapidement, on va faire Rolando, Boston en même temps. Voilà, ben, Orlando personnellement, ben, j'ai envie de dire que on sent l'équipe un petit peu déclinée. Voilà, on le voit avec des joueurs comme Jameer Nelson, comme Jason Richardson, Edo Turkoglu qui fait un début de saison mi-figue mi-raisin. Voilà, Dwight Howard est toujours au top. À ce niveau-là, il y a rien à dire. Par contre, s'il part, à mon avis, on va retrouver Orlando dans les bas-fonds du classement. À noter par contre l'excellent début de saison de Ryan Anderson qui tourne à 18 points Ouais, de moyenne ça c'est la bonne surprise. et qui pour l'instant sauve un peu la baraque du côté d'Orlando. Par contre, comme dit, l'incertitude qui entoure la franchise en ce moment et une équipe qui commence vraiment à décliner, à mon avis, Orlando Ouais. aura du mal à faire mieux qu'un premier tour de playoff, même si Dwight Howard passe toute la saison au Magic.
Puis même Dwight Howard, c'est plus ce que c'était cette saison, je le trouve un peu décevant, puisqu'il est à 18 points et 14 rebonds de moyenne. Au niveau de la présence, il s'affirme moins que les années précédentes. Il est souvent en problème de faute, plus souvent que les années précédentes, je trouve. Et voilà, je le trouve un petit peu peut-être déconcentré par les histoires qu'il y a eu autour de lui. Donc voilà, maintenant je crois que comme tu as dit, ça va être un peu compliqué pour eux, même si Howard reste toute la saison. C'est un peu comme Atlanta, je ne les vois pas aller très très loin en playoff. Une qualification assez aisée, mais des playoffs décevants. Ouais, il a un peu la tailleur, hein, l'ami Dwight Howard. Donc, ouais, comme vous, hein, Orlando va décliner gentiment. Et bon, voilà, hein, c'est triste pour eux, mais ça fait un peu partie de la vie aussi de la fin d'un cycle, tout simplement. Voilà, Hein. exactement, oui. Exactement, Comme et puis pour eux. pour... Comme pour Boston, hein, c'est là-dessus Voilà, qu'on comme allait pour Boston, enchaîner, c'est la fin exactement. de- Voilà, exactement. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Voilà, on sent que Boston arrive un petit peu en fin de cycle, malgré un début de saison pour l'instant exceptionnel de Rajon Rondo, qui a même assuré le scoring en l'absence de Paul Pierce. Voilà, mais on sent que Boston, voilà, la fin approche, la blessure de Jeff Green pour la saison n'arrange rien. Donc bon, je pense que Boston, là non plus, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour les playoffs. Par contre, il faudra vraiment se pencher sur la reconstruction, sans doute dès cet été. Oui, alors attention, parce que pour cette saison, ils seront encore poil à gratter, vraiment, vraiment difficile à sortir, même si c'est un ton en dessous de Miami et de Chicago. Attention aux Celtics, il y a toujours donc le Big Three, plus Rajon Rondo. Ray Allen, on a l'impression qu'il a encore ses jambes de 20 ans. Garnett un petit peu moins bien. Pierce qui revient de blessure, qui a ramené le leadership un peu de l'équipe après les 3 premiers matchs à l'extérieur difficiles, les 3 premières défaites. Donc attention aux Celtics, hein. Ils ont fait un échange pour récupérer Brandon Bass. Bass qui donne entière satisfaction, vraiment très très bon joueur, capable d'apporter du scoring en sortie de banc. Il y a Pietrus qui va arriver, qui va se fondre dans le collectif des Celtics, Marquis Daniels. Attention aux Celtics, hein, ça va revenir. Hein. Vraiment, Boston va. C'est un peu à l'image de Dallas, hein, de la conférence Ouest, c'est l'équivalent de Dallas, ça va revenir. Je me fais pas de soucis pour eux. Et ils seront encore là pour les playoffs avec l'expérience qu'ils ont, ça c'est indéniable. Voilà. Si je peux juste rajouter un petit mot, moi personnellement, comment dire, le banc de Boston m'inquiète un petit peu. Voilà, il y a de l'expérience avec des joueurs comme Keyon Dooling par exemple, Marquis Daniel, Sacha Pavlovic, mais je trouve que ça reste vraiment un ton en dessous par rapport aux autres cadors de la ligue. Et s'il y a des blessures qu'il faut intégrer ces joueurs dans le 5 majeur, à mon avis, les Celtics risquent de souffrir. Bon, il reste quand même encore le leadership du trio de All-Star plus Rondo. Donc les playoffs, ça devrait le faire sans souci. Par contre, personnellement, je suis un peu plus sceptique concernant la fin de saison pour Boston. Voilà, mais c'est uniquement mon sentiment personnel. Non mais Pietrus va faire du bien. S'il revient en forme, il peut vraiment apporter à cette équipe. En sachant que pour terminer avec le petit point stat, hein, à noter que Ray Allen, dont vous avez parlé, tourne pour l'instant quand même à 63% à 3 points. Stat Non, un petit c'est peu exceptionnel. venu d'ailleurs, quoi. Pourcentage assez affolant pour le moment. Donc pour cette conférence Est, on va continuer en essayant d'aller un peu plus rapidement sur les prochaines équipes. New York, qu'on a un petit peu commencé à parler tout à l'heure, on va pouvoir peut-être un petit peu détailler. Et après, de toute façon, le bas de cette conférence Est est très très faible. Hein. On peut retrouver Washington avec 0 victoire pour l'instant, New Jersey avec leur hécatombe de blessures qui sont à 2 victoires 8 défaites, Charlotte Détroit 2 victoires 7 défaites, C'est Milwaukee 2 victoires 6 défaites. Bon après quelques petites bonnes surprises, Toronto Cleveland qui tournent plutôt bien vu leur effectif et leur jeune âge. c'est ça. C'est déjà joué. C'est déjà joué. La conférence Est, elle est déjà jouée, à part pour les 2 dernières places. Il reste 10 équipes pour 8 places. Les 5 dernières, elles peuvent déjà partir en vacances au bout de 2 semaines de compétition. C'est sûr que Milwaukee, Détroit, Charlotte, New Jersey, Washington, c'est déjà fini pour ces équipes-là. Il y a la bonne surprise Toronto. Cleveland aussi un petit peu. Avec leur duo de rookies. Il y a toujours Anthony Parker. Bon, voilà. Mais Toronto avec un énorme Andrea Bargnani. Je pense que ça va te faire plaisir, ça Raptors, vraiment. Tout à fait. Qui vraiment, pour le moment, il tient l'équipe à bout de bras et puis il entraîne un peu tout le monde. Calderon qui fait un super début de saison, mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler aussi puisque tu les suis de près.
Effectivement, donc moi je regarde tous les matchs de Toronto, donc ça aurait été mon coup de cœur juste après, on va y passer juste après. Effectivement, un coach Casé qui est arrivé et qui a insufflé à cette équipe de la défense tout simplement. Pendant tout le camp d'entraînement, ils se sont axés sur la défense, ils s'entraînaient à 60% là-dessus. Direct, ça se voit, hein, même Andrea Bargnani, pour ma part, je le reconnais pas. Il se bat au rebond, il essaie de défendre. Dernier match, hier contre eux, ça va pas me revenir. Mais il a réussi à Minnesota? avoir des contre Minnesota, tout à fait. Déjà, il a réussi à bloquer Kevin Love à 2 sur 11 de mémoire, ou même 2 sur 13. Et sur plein de pick and roll, a réussi à provoquer des fautes offensives. Donc ça fait plaisir à voir. Après, pour moi, le point négatif de Toronto, c'est Demar DeRozan, que je voyais beaucoup mieux, entre autres l'année dernière. Je trouve quand même qu'il a encore du mal à avoir de la force en attaque, L'impact. vraiment de l'impact en attaque. Voilà, il shoot quand vraiment on lui donne le ballon. Je trouve qu'il provoque pas assez de jeu, parce que pourtant il a le talent pour le faire. Voilà, pour dire un petit mot sur ces deux équipes qui me concernent tout particulièrement, Cleveland et Toronto. Voilà, donc je peux vous dire que j'ai hâte de retrouver l'Air Canada Center, voilà, avec un début de saison de Bargnani qui est exceptionnel. L'année dernière, il était clairement frustrant au niveau de son jeu défensif. Voilà, offensivement, c'est l'un des meilleurs intérieurs. Je pense qu'à part Nowitzki, pratiquement aucun joueur ne peut rivaliser avec lui. Par contre, cette année, on voit vraiment une dureté défensive, une motivation. Alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Dwayne Casey au poste de coach qui l'a transcendé un petit peu. Mais en tout cas, pour l'instant, les Raptors produisent un très bon jeu. Amir Johnson également. Calderon qui, avec la menace de Jared Bayless qui est actuellement blessé, s'éclate vraiment au poste de meneur. Donc Toronto vraiment une très bon début de saison. Voilà, et puis Cleveland qui poursuit sa reconstruction avec le duo Kyrie Irving, Tristan Thompson qui pour l'instant joue plutôt pas mal. Antoine Jamison et Anthony Parker, les vétérans qui font également un bon début de saison. Ça risque d'être un petit peu juste pour les playoffs cette année, mais bon, avec encore un bon tour de draft l'année prochaine et puis peut-être un ou deux joueurs au niveau de la free agency, Cleveland va pouvoir tout doucement remonter la pente et continuer l'ère post LeBron James. Donc voilà, deux équipes à suivre cette saison. Je pense que ce sera encore un peu court cette année, mais ce sont deux équipes qui sont sur la bonne voie. Ils sont en train de se faire les dents, hein, les Caves cette année. Et attention pour le titre de coach de l'année, hein, ça va à mon avis là, depuis le début de saison. Casey, il aura son mot à dire à la fin de l'année avec Doug Collins, ça me paraît indiscutable. Ok, donc là on a fait un gros tour complet de ces deux conférences, Est et Ouest. Je précise que c'est possible que l'année prochaine bénévole on passe pas autant de temps, mais là c'est vraiment les premiers bilans de ce début de saison qui nous permet de voir la suite. Donc on va passer un petit peu à la rubrique que vous connaissez aussi également, les coups de cœur et les coups de gueule. Donc en sachant qu'on a déjà on a déjà parlé de quelques coups de cœur, donc par exemple les Sixers pour le triple double. Pour ma part les Raptors. Donc est-ce que vous avez rapidement d'autres coups de cœur qui vous viennent à l'esprit? Donc entre autres par exemple je sais que coach Kira va envie de parler peut-être de Kyrie Irving, le rookie de Voilà, Cleveland. voilà les deux meneurs de cette draft. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard au moment du point sur les rookies, mais qui pour l'instant tournent très bien. Donc Ricky Rubio à Minnesota et Kyrie Irving à Cleveland. Voilà, qui pour l'instant s'affirment comme les deux meilleurs joueurs de la draft. Et également deux autres meneurs qu'il ne faut pas oublier, c'est Norris Cole à Miami et Brandon Knight à Détroit. Donc voilà, ça qui pour l'instant font un bon début de saison. Après ça, j'aurais eu alors plutôt un petit coup de gueule, et ça on peut en discuter un petit peu. C'est sur ce qui s'est passé à Sacramento avec l'affaire de Marcus Cousins, voilà qui a demandé son transfert, qui a été éjecté du roster par Paul Westphal avant d'être remis le match suivant. Le coach a été éjecté. On sait pas exactement ce qui s'est passé, voilà, mais à mon avis, de Marcus Cousins, encore une fois, voilà, fait parler de lui autrement que par ses capacités, ses qualités de basketteur. Donc voilà, un joueur assez difficile à maîtriser, bourré de talent, mais qui devrait peut-être un peu plus canaliser son énergie vers les raquettes que vers les vestiaires.
Et donc Ostrak, vu qu'on t'a pas encore entendu parler, un petit rapide coup de cœur, coup de gueule, spécial à dire. Pour ma part, au niveau de coup de cœur, je vais citer Andrew Bynum, qui fait en début de saison absolument exceptionnel. On a vu où les 4 premiers matchs, pardon, il était suspendu. Les Lakers tournaient mal, ils avaient un peu de mal à se trouver. Et là, depuis qu'il est revenu, il enchaîne quand même 15 points et 18 points 15 rebonds et 18 points de moyenne. Donc c'est absolument énorme. Ben voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer. Voilà, maintenant, je pense que vu son niveau de jeu, les Lakers doivent bien être contents de ne pas avoir cédé Andrew Bynum et Pau Gasol pour Dwight Howard, comme on a pu l'entendre durant l'été. Et voilà, j'espère qu'il sera enfin épargné par les blessures et qu'il pourra confirmer tout le potentiel qu'il a entre les mains. Et la saison des Lakers dépend certainement en partie de lui. Au niveau du coup de gueule, ben, je vais rejoindre un petit peu coach Kira. Je trouve ça assez dommage le fait qu'un sophomore vienne un peu troubler une équipe comme ça, vienne certainement démettre le coach de ses fonctions, puisque bah, ce serait très étonnant au bout de 5-6 matchs, les résultats sportifs justifient le licenciement d'un coach alors qu'il y a passé toute la saison dernière. Donc je crois vraiment que le licenciement de Westphal vient en grande partie à cause de Cousins. Et je trouve ça assez dommage pour un joueur aussi peu expérimenté, aussi talentueux soit-il. Parce que talentueux il est, ça je pense que tout le monde va être d'accord sur ce point-là. Son caractère va vraiment nuire à l'équipe. Et je crois que le fait de virer le coach et non pas d'essayer peut-être de transférer le joueur, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il y a à faire pour Sacramento. Et donc un dernier coup de gueule qui je sais vous tient à cœur justement, est-ce que du côté des Wizards justement, est-ce qu'il ferait pas bien de prendre un petit peu exemple sur les Kings, même si vous avez dit que c'était pas forcément un exemple, mais de peut-être virer le coach, hein, vu les choix et vu les résultats de l'équipe. Maintenant, je crois que la comparaison est un peu difficile parce que bah, Sacramento, bah, ok, les résultats sont pas faramineux, mais je veux dire, le jeu de l'équipe est pas vraiment dégueulasse, tandis que Washington, c'est le pire jeu de la ligue, ça, y a pas photo. Ils ont un niveau absolument exécrable. Donc voilà, là, je crois que, au contraire, dans ce cas-ci, le, le virement du coach, le licenciement du coach serait peut-être approprié. Il faudrait peut-être se renouveler et Ouais. changer Flip Saunders de ses fonctions. Bah justement, je voulais en parler, moi c'était mon gros coup de gueule. Flip Saunders, moi j'arrive plus à le suivre, je comprends plus. Donc les Wizards proposent vraiment une bouillie de basket. Le ballon est dans les mains à 80% de John Wall qui, sans mauvais jeu de mots, bah, il va dans le mur, tout simplement. On a les deux allumés de la raquette, là, les deux pétards mouillés que sont André Batch et Javal McGee. Là, c'est pathétique. Ce sont vraiment des trous en attaque. Dès qu'ils ont la balle, ça joue que pour eux. Voilà, on ressort aucun ballon. Alors, c'est pathétique. Ils ont fait un bon match contre les Knicks, qu'ils ont réussi à accrocher un petit peu. Mais à part ça, sinon, c'est vraiment pathétique. Et alors, quand on voit que Kevin Serafin joue pas à cause d'un coach qui capte rien, pourtant, Saunders avait quand même amené, je sais pas, les Pistons en finale de conférence. Il a eu quelques belles années du côté de Minnesota. Bon, c'est quand même un coach qui est assez réputé dans la ligue. Et là, il déçoit très très clairement. Voilà, ça c'est clair. Et quand on voit qu'un rookie comme Ian Vesely là, arrive dans ce Capharnaüm, et, à mon avis, il doit avoir qu'une envie, c'est de retourner aux Partizan Belgrade. Que là, il doit vraiment s'ennuyer du côté, Non, du côté de Washington et se demander où il est, quoi. c'est sûr, oui. Bon, à la décharge quand même de Saunders, on peut dire que l'effectif ne ressemble vraiment à rien, quoi. On a John Wall qui pour l'instant fait une saison exécrable. On a des joueurs, des vétérans comme Rashard Lewis qui se demandent un peu ce qu'il doit faire ici. Enfin, on sent aucune cohésion au niveau de l'équipe entre voilà les rookies qui arrivent, Chris Singleton, Ian Vesely. Enfin, il y a aucune structure, il y a aucune orientation, il n'y a aucun plan d'avenir et pour l'instant, enfin à mon avis, la seule chose à faire c'est dynamiter l'effectif et repartir sur des basses scènes parce que pour l'instant, Washington va clairement droit dans le mur avec John Ah, Wall à mais la main le, notamment. ouais, mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils avaient déjà essayé de faire avec l'ère Arenas, Jamison, Butler. Ils ont tout fait exploser. Et résultat, finalement, c'est encore pire.
Wall, à mon avis, il peut changer, ils peuvent le garder, mais Blatch et Maggie, c'est plus possible. Faut qu'ils trouvent quelque chose. Voilà. Non, ça, c'est sûr. De toute façon, à mon avis, il y a plusieurs joueurs qui vont bouger. Peut-être Javal Magui qui a quand même sans doute une valeur marchande assez importante. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose du côté des Wizards parce que là, pour l'instant, enfin, c'est vraiment calamiteux. Ok, et peut-être dernier coup de gueule qu'on avait prévu, le calendrier. Les matchs s'enchaînent avec back to back, pardon, pour la première fois cette saison, et du coup on retrouve beaucoup de blessés. On a déjà parlé entre eux de Non Wade. Donc est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose là-dessus? Bien sûr, Ouais, c'est un peu. Vas-y, vas-y. Je non, t'en prie. je t'en prie, vas-y. Moi, Souhaitez c'est un pas. peu mon dada c'est un peu mon dada chaque année. Je trouve que le calendrier est trop long. Là, cette année, il est trop resserré. Les cadences sont infernales. Et ce qui débouche chaque année, c'est des blessures. Des blessures en cascade. Donc, on a parlé de Wade, mais c'est pas le seul. Hein. Qui est-ce qu'on a? Parce que là, j'en oublie bien sûr Manu Ginobili, Randolph, Ginobili. Zach Randolph, Stephen Curry. Qu'est-ce qu'on a encore? On Brook en a quand même Lopez, pas mais mal. bon, Hein. c'est pas en rapport avec les matchs. Oui, Brook Lopez aussi, mais enfin, je veux dire, on a des cadences infernales. Je me demande, le troisième soir, le spectacle que peut produire l'équipe sera pas toujours au rendez-vous. Il y a des équipes qui clairement vont lâcher des matchs. Parce que voilà, il y aura aucun intérêt à jouer ce troisième match. Et c'est là où il va y avoir vraiment des grosses surprises. On voit que les Spurs gèrent leur effectif vraiment. Personne n'a plus de 30 minutes. Pour arriver frais en playoff, quelque part, ça fausse un petit peu la saison. On tire sur la corde tout de suite. Ça favorise pas les équipes qui ont des effectifs un petit peu plus vieux. Parce que là, il faut avoir des jeunes pour vraiment enchaîner au niveau de la récupération. Donc, bon, voilà, c'est un mini coup de gueule chaque année. Bon, voilà, moi je trouve il y a un peu trop de matchs. Et là, en plus, cette année, c'est trop resserré. Donc en Je te... sachant que je- petite stat, Ouais, attends, je me permets ouais, de deux vas-y, secondes, rapide. en sachant que petite stat qui a été donnée dans le calendrier NBA pour ceux qui suivent hier, que pour l'instant le troisième match du back-to-back-to-back n'a jamais été perdu. Il me semble que c'était 8 victoires hein, pour 0 défaite. Donc, c'était une stat assez originale. Mais a Hmm. priori, en fait, oui, effectivement, les équipes font une impasse au moins soit sur le premier match, soit sur le deuxième match pour l'instant. Donc, c'est une stat Ouais. de début de saison. De toute façon, pour l'instant, seul Oklahoma City a réussi à remporter son back-to-back avec 3 victoires. Voilà, alors pour nous observateurs, c'est sûr qu'on a un choix de matchs incroyables tous les soirs. On a pratiquement 10 matchs tous les jours. Euh, voilà, mais par contre, c'est sûr qu'au niveau des blessures, entre les blessures à long terme, il y a aussi beaucoup de petits bobos. On voit des joueurs comme LeBron James, comme Deron Williams, Kobe. qui manquent un match par-ci, un match par-là. Voilà, exactement. On essaye de faire récupérer les joueurs. Donc, au niveau, on va dire, de la cohésion d'équipe, les équipes sont vraiment rarement au grand complet cette saison. Donc voilà, on espère que l'hécatombe va un petit peu s'arrêter parce que là, c'est quand même parti sur des bases très élevées avec plusieurs All-Stars qui sont déjà hors course pour cette année. Eric Donc Gordon voilà. aussi, bien sûr, oui. Harry Gordon, Gordon voilà, aussi. qui vient, qui se reblesse, donc voilà, je veux dire, la liste des joueurs est pratiquement infinie, qui ont déjà manqué l'un ou l'autre match cette année avec ce rythme infernal. Ok, donc on va peut-être arrêter là pour les coups de gueule, parce qu'on est quand même bien content d'avoir une petite saison NBA. Hein. On aurait pu passer à côté, donc on va pas non Ah oui, on plus voit ça. plus cracher dessus pour le moment. Je vous propose de passer aux rookies. On a déjà parlé de quelques-uns, donc draft qu'on annonçait plutôt faible hein, en début de saison, et au final on a quand même quelques petites surprises. Alors on n'a pas pour l'instant des All-Star players, à part peut-être à Cleveland, mais on a quand même des joueurs style Norris Cole, Shumpert à New York, qui sont des bonnes surprises. Donc je vais plutôt peut-être donner la parole en premier à Coach Kira, qui, je précise à tous, réalise un mock draft de la prochaine draft. Donc n'hésitez pas à aller sur basketevolution.com pour visualiser ça, pour connaître les prochains rookies l'année prochaine. Mais pour Voilà, les l'instant, on rookies de l'année s'intéresse aux prochaine. rookies de cette année. Voilà, Et il alors y a pour cette juste année, petite oui, chose,
il y a aussi juste le rookie ranking de Detroit Pistons et de Notorious Exactement. aussi, hein, qui est très très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Et qui à suivre, voilà, je crois, tous les 15 jours, le classement des rookies donc sur Basket Evolution. Voilà, donc cette année, pour revenir un peu sur cette promotion, on l'attendait pas extraordinaire, mais pour l'instant, je veux dire que je suis plutôt agréablement surpris. Voilà, avec plusieurs joueurs qui commencent plutôt bien la saison. On peut parler du duo de Cleveland, de Kyrie Irving, Tristan Thompson, qui s'intègre doucement au jeu de Byron Scott. Bien sûr Ricky Rubio qui est impressionnant avec les Timberwolves et à mon avis qui devrait bientôt prendre la place de Luke Ridnour dans le 5 majeur. Voilà Rubio qui vient de réaliser une très belle performance, je crois, avec 14 passes décisives, sans doute le meilleur meneur créateur de cette promotion. Également un point sur Marshawn Brooks, l'ancien scoreur de Providence, qui était attendu comme un gros scoreur et qui confirme avec les Nets. Il a actuellement plus de 14 points de moyenne, donc c'est un joueur à mon avis qui est promis à un bel avenir. Également dans cette draft, c'est essentiellement les extérieurs qui pour l'instant tiennent le haut de l'affiche et les meneurs en particulier. Voilà Kemba Walker qui pour l'instant réalise un début de saison moyen avec Charlotte, mais qui est sans doute promis un bel avenir également. Et puis on en a déjà parlé, Norris Cole avec Miami excellent, voilà. Au niveau des intérieurs, juste un petit mot sur Derrick Williams tout d'abord, avec les Timberwolves. Voilà, il est pour l'instant un peu coincé derrière Beasley et Kevin Love, mais produit un jeu ma foi plutôt pas mal en sortie de banc. Et puis enfin Jimmer Fredette qui pour l'instant a du mal à Sacramento. Voilà, pour l'instant en manque d'adresse et comme c'est essentiellement sa plus grande force, il a un peu de mal à s'imposer, donc à suivre. Pour l'instant, de toute façon, il est encore très tôt et il faudra sans doute 1 à 2 saisons pour qu'on puisse vraiment tirer un bilan sur cette draft. Voilà, et puis enfin, un dernier petit mot sur Bismack Biyombo. Voilà le fameux rookie Oh qui a là fait là. beaucoup parler de lui, qui pour l'instant fait un début de saison assez difficile avec Charlotte. Voilà, on connaissait ses qualités défensives et pour l'instant il s'en sort plutôt pas mal à ce niveau-là. Par contre au niveau offensif ça reste comment dire un diamant brut en tout cas. Enfin diamant ça reste à voir, mais Ouais. Faut bien lire le diamant pour le trouver. voilà exactement, oui. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc solide défenseur, mais encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la lecture du jeu et du placement. Donc il a encore beaucoup de choses à apprendre au Bobcats. Voilà, donc si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ces rookies. Je pense que t'as été complet. Après, moi j'ai curieux de voir l'évolution de Brandon Knight de Détroit. Derrière, bien sûr, Irving et Rubio. J'attends de voir ce qui va donner, surtout qu'en ce moment, Rodney Stuckey apparemment est pas là. Enfin, je sais pas s'il a joué hier soir, j'ai pas regardé vraiment sur la feuille de stats. En tout cas, il a vraiment une carte à jouer, et je pense que ça peut représenter avec Greg Monroe l'avenir des Pistons. Donc, un coup d'œil sur lui, puis voir ce que peut donner Jan Vesely au cours de la saison, parce qu'il a été drafté assez haut quand même. Voilà, sinon, dans ton analyse, je te rejoins. Voilà, je rajouterai rien d'autre. En parlant rapidement, on peut peut-être faire un petit point sur Enes Kanter, qui est quand même une grosse déception. Je ne crois pas t'en avoir entendu parler, qui était quand même dans le top 5 de la draft, et qui se retrouve au bout du banc à Utah et avec des stats vraiment assez moyennes pour Oui, son niveau pour lui. c'est sûr. Kanter, il a pas joué de la saison l'année dernière avec Kentucky. Il s'est contenté des entraînements. On sait que, comme pour Biyombo, on se base essentiellement sur le match Nike, le match de rookie, où il avait été plutôt pas mal. Mais pour l'instant, donc il tourne à 4 points de moyenne avec Utah en 14 minutes de temps de jeu. Il a du mal au niveau de son placement sur le terrain. Donc comme dit, c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Il a encore du temps devant lui pour se développer, et puis il est encore jeune. Donc on va voir ce qu'il peut donner, mais c'est sûr que pour l'instant c'est une déception. Ok, merci. Donc je pense qu'on a fait bien le tour des rookies. On en reparlera de toute façon au fur et à mesure de l'année. C'est toujours des éléments assez importants à suivre.
Rapidement, on va continuer. Donc excusez-nous pour la durée, mais je pense que ça va pas vous déranger non plus. Autant faire long, autant être complet, que s'arrêter alors il nous reste des choses Ah, à c'est ça dire. qui est bon. Donc on se permet de continuer. Au pire, si vous en avez marre de nous écouter, vous éteindrez votre PC et puis vous pourrez continuer plus tard. Donc rapidement, on va lancer deux trois petits débats pour essayer de se poser des questions assez intéressantes par rapport à la NBA. Donc en première question, par exemple, on peut se poser la question sur Nico Batum. On a parlé tout à l'heure de Kevin Serafin qui jouait pas, mais Nico Batum est sixième toujours à Portland, mais on pouvait espérer plus vu ce qu'il a fait à Nancy en proie. Donc d'après vous, les bénévoles, doit-il demander son transfert? Non. Pour ma part, ouais, excuse-moi, Coach Ira, si tu veux enchaîner, je prends la Moi parole. pour ma part c'est non. Vas-y, je te laisse continuer. Je donnerai mon avis plus tard. Pour ma part, il doit pas demander son transfert. Parce que, ok, tu as parlé de cette perf en Pro A, maintenant, il y a un univers de différence entre la Pro A et la NBA, ça c'est clair, ne serait-ce qu'au niveau du style de jeu. Puis il sort du banc, il est à 24 minutes de temps de jeu. Devant lui, il y a Gérald Toilas qui est starter incontesté. Donc voilà, la place de titulaire, il aura pas, ça il sait bien. Maintenant, je crois qu'il peut se contenter de ce rôle de sixième homme en sortie de banc où il peut mener la seconde unit. De plus, il est dans une équipe de Portland qui peut titiller un peu toutes les équipes à l'ouest. Donc une équipe qui est assez compétitive et ce sera assez bête de sa part d'aller demander son transfert et de se retrouver peut-être dans une équipe qui va se battre pour les playoffs ou qui n'aura aucune expérience une fois les playoffs arrivés. Donc voilà, pour moi, je trouve qu'il est très bien à Portland. Voilà, en rôle de sixième homme, c'est pas le seul à l'avoir dans la ligue. Il y en a beaucoup qui s'en satisfont et je crois qu'il doit faire pareil. Je crois pas qu'il doit être mécontent de ce rôle. Voilà, moi je rejoins totalement cette analyse. Pour moi, Nicolas Batum, pour l'instant, réalise un très bon début de saison, tout comme son équipe. Portland, je veux dire, c'est que ces 4-6e hommes à Portland, c'est loin d'être la prison. Voilà, ils forment avec Wes Matthews et Gerald Wallace un trio d'extérieur quand même de très haut niveau. Et de toute façon, le temps de jeu, il l'a. À Portland, les responsabilités sont vraiment partagées entre tous ces joueurs. Donc voilà, il est sixième homme, mais voilà, enfin pour moi, il n'y a vraiment aucune raison de vouloir aller voir ailleurs. Si c'est pour être titulaire chez les Bobcats, je pense qu'il ferait mieux de rester dans une bonne équipe avec une bonne structure, un bon coach, une équipe très bien organisée. Et je pense que c'est là qu'il peut vraiment progresser. Et, euh, et, et même en sortie de banc, il apporte vraiment beaucoup à cette équipe. Ouais, pour moi, c'est non aussi, hein. Il, il faut vraiment qu'il reste à Portland. Comme vous l'avez dit, le sixième homme à Portland, c'est pas du tout, comment dire, déshonorant, hein, loin de là. Ce qui est dur pour lui quand même, c'est le changement de statut. Il passe de go-to-player à Nancy en Euroleague à un statut de remplaçant de luxe. Et ça, c'est pour un joueur, je pense que faire la transition, ça doit pas être facile. Et coach, là où je te rejoins pas, c'est que pour moi, Batum, il a du mal à se mettre en route. Il a du mal un petit peu à faire la transition en ce moment. Et il a des performances assez irrégulières pour le moment. Et je suis sûr qu'il est capable de faire bien mieux que ce qu'il fait actuellement. Et au cours de la saison, à mon avis, ça va aller mieux. Il va trouver sa place. Mais pour le moment, c'est un peu difficile pour lui. Après, de là à demander son changement, il y a quand même une marge. Maintenant, je pense que plus que s'il est dans le 5 ou pas dans le 5, ça va vraiment dépendre du temps de jeu qu'il va avoir et aussi de la négociation dans son contrat. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Est-ce qu'on va le traiter comme un sixième homme de luxe et lui offrir un contrat de sixième homme? Ou est-ce qu'on va lui offrir un contrat comme un joueur du 5 majeur, un- vraiment un bon contrat, un contrat d'avenir? C'est là-dessus que ça va se jouer. Si le contrat est pas à la hauteur de ses espérances, peut-être qu'il va délaisser l'aspect sportif pour l'aspect financier. Parce qu'il est quand même dans ses meilleures années. Voilà, donc c'est peut-être cette petite porte, je le souhaite pas pour Portland, hein, mais qui peut être entrouverte à un départ. Voilà. Très bien, donc apparemment vous êtes tous d'accord pour qu'il reste un Blazers. Rapidement, une deuxième petite question qui va nous permettre de parler de pas mal de choses. En fait, la question c'est est-ce que New York a bien fait de faire venir Carmelo Anthony dans ses rangs, mais qu'on peut généraliser un petit peu
est-ce que les équipes ont raison d'essayer de copier un petit peu Miami, c'est-à-dire faire venir plusieurs stars dans la même équipe, ce qui a fait un petit peu Clippers aussi en faisant venir Chris Paul. On va essayer quand même de se baser sur le trade Melo à New York avec Denver, donc du coup, mais on peut aussi généraliser à est-ce que les équipes ont raison d'essayer de recruter 2-3 stars plutôt que de faire comme Indiana, Philadelphie, plutôt essayer de créer une équipe sans avoir forcément de All-Star. Votre avis là-dessus? Ouais, je vais prendre la parole. Pour moi, je crois pas que l'erreur vienne du fait de faire venir Carmelo Anthony, parce que bah voilà, je pense que en joueur de cette envergure ne peut pas vraiment être préjudiciable sur une équipe. Maintenant, je crois que le grand débat, surtout à New York, c'est est-ce que coach D'Antoni est vraiment à sa place? Est-ce qu'il tire vraiment le meilleur de cette équipe? Et c'est là le gros point noir, je crois, du côté des Knicks. Je crois que c'est le coach qui est à virer, tout simplement. Et que l'association avec Stoudemire et Anthony, suppléée par Chandler dans la raquette, ça peut vraiment faire des dégâts. Maintenant. Il faut qu'un coach prenne ça en main parce que bah voilà, c'est pas donné à tous les coachs justement de pouvoir faire un bon mélange d'autant de joueurs parce qu'il y a de la qualité à New York, ça c'est clair. C'est pas personne ne peut contredire ça. Il y a de la qualité. Maintenant, je crois qu'il faut un coach. Bah, pourquoi pas on a parlé notamment de Sloan qui voudrait bien revenir sur un banc NBA. Donc certains ont évoqué New Ouais, York. mais il a pas le profil pour aller chez les Knicks du tout. Stone, D'accord, donc je suis d'accord qu'il a peut-être pas le profil, maintenant il a l'expérience. Et je crois que par exemple un coach de ce type-là serait capable de gérer justement le fait qu'il y ait des stars. Parce que bah voilà, quand on voit d'Anthony, il est pas, je le sens pas capable. Voilà, c'est pas. Ok, il apporte un bon jeu offensif, mais défensivement, les Knicks ils sont absolument nulle part. Et voilà, c'est pas le coach qu'il faut. Donc voilà, Anthony est à sa place. Je crois pas que New York ait fait une erreur en l'amenant dans leur équipe. Mais je crois que l'erreur, ça a plutôt été de prendre D'Antoni comme coach. ouais, Ok. je te rejoins là-dessus. Après, c'est vrai que bon, Mike D'Antoni, c'est sûr que c'est pas ma tasse de thé non plus. Pour moi, le coach idéal, il est du côté de Toronto. C'est Toronto qui l'a shippé, c'est Dwayne Casey. Donc voilà, un Dwayne Casey, on l'aurait mis à New York. Ça aurait vraiment donné, à mon avis, des résultats. Maintenant, je suis assez partagé. Denver a récupéré une belle contrepartie. Mais clairement, si vous voulez aller au bout, il vous faut une ou deux superstars. Et le modèle de Miami, là-dessus, il est quand même à suivre. Des équipes comme Denver, comme Philadelphie, arriveront jamais à passer un deuxième tour, arriver en finale, ne serait-ce qu'en finale de conférence, parce qu'il manque quand même un go-to player, quelqu'un qui tire l'équipe vers le haut, notamment dans les moments importants, dans les moments où c'est un peu difficile, pour pas faire boire la tasse à l'équipe, quelqu'un qui redresse l'équipe dans les moments difficiles et qui l'apporte vraiment pour aller gagner les matchs. Et en ça, New York a obtenu un clutch player, Carmelo Anthony, qui est peut-être le plus gros clutch player de toute la ligue. Il n'y a qu'à voir encore son match à Washington la dernière fois, c'est 37 points. Il sauve la tête de D'Antoni sur son tir à 3 points. Les Knicks avaient besoin de ce type de joueur parce que Stoudemire, on peut considérer que c'est un bon lieutenant, mais pas vraiment la superstar. Donc le trade, oui, il fallait faire, mais ils ont trop lâché d'affaires. Ils ont trop lâché et ils ont lâché euh, vraiment trop de joueurs, ce qui fait que derrière, le travail de reconstruction sera beaucoup plus long et pour pouvoir prétendre au titre, tout simplement. On a trop dépeuplé pour la venue de Carmelo Anthony. Voilà, il n'y a qu'à voir à la main. Iman Shumpert, c'est encore un peu tendre. On attend Baron Davis le retour. Bibi, j'en parle même pas, il est carbonisé. Tony Douglas, c'est une catastrophe. C'est une équipe qui défend pas. Bon, ça va être dur. Il y a quand même eu des dégâts faits par le trade de Carmelo Anthony. Et en même temps, si on n'a pas cette superstar, eh ben on peut pas aller au bout. Voilà. Voilà, ben moi pour répondre à la question, fallait-il faire venir Carmelo Anthony? Oui. Faut-il empiler les superstars pour gagner des titres? Oui aussi. Si on regarde les 30 ou 40 dernières années, on voit que toutes les équipes qui ont été championnes, à part sans doute celle de Détroit en 2004, 4. Ouais. avaient toujours une, deux ou trois très grosses superstars. Donc, comme on l'a dit nos deux acolytes déjà avant moi, le problème vient sans doute de l'organisation et du coaching. Mais en tout cas, Carmelo Anthony, Stoudemire,
Chandler, c'est des joueurs comme ça qu'il faut qu'il faut essayer de recruter si on veut se mêler à la lutte pour le titre. Après, il manque peut-être un peu de liant, un peu de temps et quelques joueurs de complément. Même si on le voit avec par exemple Iman Shumpert, les Knicks ont quand même quelques arguments de ce côté-là. Donc, à mon avis, il n'y a rien à regretter au niveau du transfert, même si c'est vrai que les Knicks ont perdu un certain nombre de role players, notamment Gallinari. Mais à mon avis, il n'y a aucun regret de ce niveau-là. Et avec sans doute un changement de coach et comment dire une rigueur défensive retrouvée, les Knicks ont vraiment de quoi rivaliser avec Chicago et avec Miami. En tout cas sur le papier, avec le trio de joueurs actuel, il y a vraiment de quoi faire mal. Donc on va voir comment la situation évolue cette saison. Et à mon avis, si tout ne se passe pas très bien cette année, il risque d'y avoir du changement du côté de Manhattan cet été. Très bien, merci à vous. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Donc, même si au final la question aurait dû être doit-on virer coach d'Anthony. On va du coup terminer la page NBA. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal dit, hein, ça fait 75 minutes qu'on y est. On va laisser notre expert à NCA rapidement donner son point de vue sur cette NCA, en sachant que je vous rappelle encore une fois qu'il y a un très bon topic sur la future mock draft sur basketevolution.com. Donc Coach Kira, c'est à toi. Voilà, et puis aussi tous les lundis, le Weekly Roundup, qui est le résumé de la semaine et la preview de la semaine à venir en NCA, avec des analyses et des commentaires voilà, sur ce qui se passe un petit peu en université. Écoutez, donc là on approche de la mi-saison. Donc les matchs hors conférence se sont terminés. Et donc les matchs de conférence ont commencé il y a maintenant une petite semaine. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les favoris sont bien là. Donc pour l'instant, trois équipes sont encore invaincues. Syracuse, avec Chris Joseph, Fab Melo, Scoop Jardine notamment, qui pour l'instant produit un jeu excellent avec 17 victoires et 0 défaites. Baylor également invaincu avec le duo Perry Jones, Quincy Miller. Perry Jones qui est pour l'instant vraiment très bon, candidat au titre de joueur de l'année. La troisième équipe invaincue, alors celle-ci elle est beaucoup moins connue, c'est Murray State, qui évolue dans une petite conférence, l'Ohio Valley, mais qui est à suivre tout de même. Ils sont actuellement rankés 15e. Donc voilà, il faudra les suivre lors de la March Madness. Voilà, et donc pour revenir après ça sur les favoris, on peut revenir sur les deux équipes qui sont pour moi les plus impressionnantes depuis le début de la saison. Kentucky, avec Anthony Davis, qui pour l'instant est tout simplement énorme. Il sera vraisemblablement le futur numéro 1 de la draft s'il se présente cette année. Voilà, mais c'est un intérieur extrêmement athlétique, très bon contreur, très rapide, bon rebondeur, bon finisseur. Donc pour l'instant, voilà Kentucky avec un effectif pléthorique, comme North Carolina, qui pour l'instant sont impressionnants. Alors North Carolina a quand même perdu 2 matchs cette année, mais il y a pratiquement 10 joueurs qu'on risque de retrouver en NBA dans les prochaines années, avec Harrison Barnes en figure de proue. Voilà, Harrison Barnes qui risque de se retrouver lui également dans le top 3 et qui fait une excellente saison cette année. Derrière, Ohio State avec Jared Sullinger qui est un petit peu moins bon que l'année dernière. Voilà, il a été embêté par quelques blessures, mais Ohio State, il faudra faire très attention à eux. Indiana, qui est la grosse surprise de la saison, voilà, qui se remet petit à petit des déboires, des problèmes qu'ils ont eu avec la NCAA il y a maintenant 3 ans, et qui relève la tête avec Cody Zeller. Duke, qui est toujours là, voilà, avec un Austin Rivers qui fait une saison correcte, voilà, qui n'est pas transcendant, mais qui est bien là. Donc voilà, écoutez, donc pour l'instant, moi mes favoris à l'heure actuelle, ça reste le duo Kentucky-North Carolina, voilà, de par la richesse de leur effectif et leur talent, voilà. Syracuse et Baylor, à mon avis, ça va un peu s'estomper au fil des mois. Voilà, il reste encore 2 mois avant la March Madness. Un petit mot également sur Kentucky. Kentucky qui restait sur 2 défaites de suite dans la Big East. Voilà, la Big East qui est toujours aussi impressionnante avec Georgetown, Marquette, Louisville. Enfin, vraiment, c'est comme chaque année, c'est la jungle. Et donc Kentucky, porté par Jeremy Lamb, qui était le lieutenant de Kemba Walker l'année dernière lors du titre.
et avec André Drummond, voilà, dont on attendait beaucoup, et qui pour l'instant a un Tu petit voulais peu de parler, mal. tu voulais parler de Vas-y. Yukon peut-être, coach. C'est pas Voilà, Kentucky, c'est oui. Yukon, non? Ah oui, pardon, voilà, tout à fait, oui, c'est Yukon, tout à fait, voilà, oui. Yukon, donc avec Jeremy Lamb et donc André Drummond, le pivot, voilà, le pivot de demain, voilà, c'est sans doute le plus gros buzz pour un joueur à ce poste depuis Greg Oden. Mais pour l'instant, il a un peu de mal à s'imposer en début de saison. Ça va un petit peu mieux là depuis quelques semaines, mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas attendu au niveau d'un numéro 1 de la draft. Donc voilà, saison à suivre. Puis également un petit mot sur un joueur que beaucoup ne connaissent sans doute pas, c'est Doug McDermott qui évolue dans la petite université de Creighton, qui est actuellement dans le top 25 et qui est le deuxième meilleur marqueur de la NCAA avec plus de 25 points de moyenne et qui pourrait être un petit peu à la Jimmer Fredette, le joueur venu d'une petite fac qui va se mêler peut-être sans doute lors de la prochaine draft au Anthony Davis, Perry Jones et au Harrison Barnes. Donc un joueur à suivre, voilà. Mais de toute façon, on va suivre tout ça de près d'ici à la March Madness. Donc là, en ce moment, les matchs de conférence avec des gros duels chaque semaine, que ce soit dans la Big East, dans la ACC ou dans la SEC. Donc voilà, une saison vraiment très intéressante, en tout cas en NCAA et qui est encore longue. Voilà, donc on attend de voir la suite. Très bien, merci. Donc moi j'aurais une petite question d'ailleurs à te poser. Pas mal compare, on va dire, cette future draft à la draft 2003, donc, avec le LeBron James, etc. Est-ce que pour toi, elle sera meilleure, moins bien, à peu près équivalente? Est-ce qu'on peut avoir des potentiels comme LeBron James, Dwayne Wade, etc. Dans cette draft, en sachant que beaucoup de joueurs en fait ne sont pas venus, ne sont pas présentés en draft l'année dernière pour cause du lockout. Voilà, exactement. Et avec le lockout, les meilleurs freshmen de l'année dernière, comme Perry Jones, Sullinger ou Barnes, ont préféré rester en NCAA. Alors par rapport à 2003, moi personnellement, j'ai envie de dire que même si cette draft est excellente, il n'y aura sans doute pas de méga stars à la LeBron James ou Dwayne Wade. Par contre, on peut retrouver facilement 20-25 joueurs capables d'être titulaires et d'avoir un rôle important dans une équipe. Donc la profondeur de cette draft, à mon avis, c'est sa grande force. Après, bien sûr qu'il y aura des All-Stars comme dans chaque draft, Harrison Barnes, Jared Sullinger, Thomas Robinson également de Kansas qui fait une super saison. Donc à ce niveau-là, voilà. Bon, on ne sait pas encore qui se présentera, qui préférera encore rester une petite saison en université. Mais à mon avis, on risque d'avoir une profondeur qui n'a pas été vue depuis très longtemps. Pour Drummond, Très, apparemment, il devrait rester une année supplémentaire, hein, après les Drummond, dernières voilà, infos. il en parle pour l'instant. Bon, c'est encore très tôt. Voilà, des joueurs qui ont dit je reviens et qui sont partis ou l'inverse. Il y en a un paquet. Tristan Thompson qui après l'élimination de Texas l'année dernière avait dit qu'il reviendrait et puis qui au final s'est présenté à la draft. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu, voir comment ça se passe et puis on va attendre la fin de saison et voir qui se présentera. Mais en tout cas pour Drummond, c'est sûr que ça lui ferait pas de mal d'enchaîner les matchs un petit peu en NCAA parce que pour l'instant techniquement parlant, il risque de souffrir en NBA s'il arrive dès l'année prochaine. très bien, merci pour ce petit tour de NCAA, hein, je pense qu'il intéressera beaucoup de monde. Vu qu'on a parlé un petit peu d'NBA, enfin beaucoup d'NBA, un petit peu d'NCAA, on va faire un petit tour côté basket français et on va parler spécifiquement du All-Star Game qui a eu lieu à Bercy le 29 décembre. Donc je vous rappelle, membre de basketevolution.com, que vous aviez un concours pour gagner des places. Donc cette année, c'est Number 10 et Zeko Cool qui ont pu rejoindre plusieurs membres du staff, dont moi et Coach Kira, donc Coach Kira et moi, pardon, pour assister à ce match. Je vais commencer rapidement par mon petit point de vue. Donc en sachant que moi j'y étais déjà allé l'année dernière, j'ai trouvé cette année le match beaucoup plus intéressant. Le All-Star Game, c'est quand même en primeur le match. Cette année, on a eu une droit à une première mi-temps showtime, on va dire. Des allées-oop des deux côtés, côté étranger et côté français. Donc plutôt agréable à voir
et c'est un peu ce qu'on attend quand on vient voir ce genre de match. Et une deuxième mi-temps bien plus équilibrée, hein, qui était au départ dominée par les étrangers, et les Français ont réussi à revenir et même à gagner le match. Donc on a eu un bon match à suspense. Ça a pu un peu réveiller les spectateurs pour encourager les Français. Donc match plutôt intéressant de ce côté-là. Je tiens à préciser aussi un concours de dunk tout simplement magnifique. Je pense que extraordinaire, on peut dire. Je pense que peu de All-Star Game, même j'ai envie de dire même aux États-Unis, peuvent se vanter d'avoir eu un si beau concours de dunk. Franchement, moi j'en ai pris plein les yeux. Comparé à l'année dernière, qui était bon mais sans plus. Là, c'était vraiment tout simplement parfait. Magnifique vainqueur, Tucker. Et bah voilà, c'était une grosse ambiance sur ce concours. Pour parler rapidement des autres concours, concours meneur, bon, moi que j'avoue je suis pas spécialement fan. Je trouve que ça a un côté très aléatoire. Bon, toujours intéressant de voir les joueurs en action, mais je pense pas que ce soit non plus indispensable pour ce genre d'événement. Et le concours à 3 points, toujours intéressant de voir la régularité de ces jours-là, le genre de choses qu'on voit pas forcément. On se dit d'extérieur, on pourrait faire la même chose. Et quand on les voit affiler 5-6 paniers à 3 points de suite en swish, ça nous montre quand même le niveau de cette, même en pro A, comparé à nous, pro joueurs. Et du milieu de terrain, effectivement, tu fais bien de le préciser, effectivement, il me semble que sur les 4 premières tentatives, ils sont 3, au moins 2 du moins, voire même 3 sur 4 à marquer, à marquer du milieu de terrain. Donc ça change, hein, c'est celui qui a pas gagné les 100 000 euros, qui a fait un beau petit airball. Mais franchement, très bonne soirée. Donc je vous rappelle que vous auriez pu gagner des places sur basketevolution.com. N'hésitez pas, l'année prochaine, ça sera certainement renouvelé. Est-ce que tu as quelque chose à préciser, Coach Kira, vu que tu étais aussi présent pendant cette soirée? Bah, juste un petit mot, bien sûr. Oui, bah pour dire voilà que c'est un match d'une très bonne qualité. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend d'un All-Star Game, c'est-à-dire dans un premier temps du spectacle. On laisse jouer, on laisse des espaces, on laisse les joueurs se régaler avec des alley-oops, des passes aveugles. Enfin, le basket champagne un petit peu. Et puis dans le deuxième mi-temps, avec un match serré, on a commencé à avoir des défenses, des systèmes. Et voilà, ce sont quand même les meilleurs joueurs du championnat qui étaient présents, donc ça donnait une superbe fin de match. Voilà. Un seul petit bémol, voilà, c'est l'élection de Si comme MVP. Si voilà qui a surtout fait ses stats en premier quart-temps et dans le garbage time au moment où il n'y avait pas vraiment d'intensité. Voilà. Voilà exactement oui, par rapport à Moerman qui lui a été décisif sur la fin pour la victoire des Français. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Mais à part ça, vraiment un match d'une très haute volée, un Rochester énorme pour les étrangers, Jawad Williams également. Il est bon celui-là. Voilà, et puis bien sûr, il est vraiment excellent, voilà, oui. Et puis bien sûr, Dar Tucker qui a enchanté le public de Bercy, voilà, l'ancien coéquipier de Wilson Chandler à qui est un dunker vraiment hors pair. Et voilà, enfin, il y avait vraiment pas photo sur ces quatre tentatives. Vraiment des dunks de très haute volée. Voilà, les vidéos sont en ligne sur le site. Voilà, donc c'était vraiment une excellente soirée, un All-Star Game qui restera sans doute dans les mémoires. Et je tiens à préciser aussi, pour ceux qui sont jamais allés voir un match de basket comme ça en live, moi spécialement je suis fan, donc vous allez me dire rapidement si vous êtes d'accord avec moi, mais le côté des mascottes, voilà, moi des fois je passais mon temps à ne pas regarder le match, mais à regarder les mascottes. C'était beaucoup plus le cas l'année dernière. Il y avait la mascotte des Raptors, dont je suis totalement fan, mais c'est vrai que ça ajoute un plus, je trouve, ça ajoute un plus au match, un côté voilà, un côté chaud qui est vraiment agréable. C'était pas Bongo cette année des Bucks, non? Alors cette année c'était celle des Nets. Il y avait Fly des Nets et il y avait Bernie de Miami. Voilà, celle de Miami. Moi personnellement, pour avoir vu un certain nombre de matchs aux États-Unis, dans un certain nombre de salles également, voilà, c'est sûr que les mascottes c'est à chaque fois un régal, ça apporte vraiment au spectacle. Voilà, c'est marrant et ça ajoute vraiment au folklore, voilà. Basket à l'américaine, donc voilà, comme les cheerleaders, ça fait partie intégrante du show. C'est ce que j'allais dire, moi peut-être je préfère les cheerleaders, mais après chacun
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Ça fait quasiment 1 heure et demie qu'on est tous ensemble. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cet épisode des bénévoles. Donc pour ma part, c'était un réel plaisir de l'animer. Donc merci encore une fois à Mister Triple Double, Coach Kira et Ostrak qui ont été nos bénévoles de la soirée. Est-ce que vous Mer- avez juste un dernier mot à dire? Voilà, merci à vous tous, et puis en espérant que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et puis voilà, on vous donne tous rendez-vous sur Basket Evolution pour discuter de basket, que ce soit de NBA, de NCA ou de basket européen. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro des bénévoles. Voilà, merci à tous vraiment. Hein, cette émission, on a vraiment pris du plaisir à la faire. On espère que vous aurez aussi du plaisir à l'écouter. Et bah voilà, on se retrouve sur le forum de Basket Evolution et également pour une prochaine émission des bénévoles. Ciao, ciao! Je vais rejoindre mes deux collègues en vous remerciant et en soulignant le plaisir qu'on a à chaque fois de faire ces émissions, en espérant que vous en ayez autant à les écouter que nous à les faire. Donc voilà, à très bientôt sur le forum. Donc le dernier mot pour ma part, donc Jup. Donc à la prochaine sur basketevolution.com.